Bonjour, merci d'être à l'écoute de cette nouvelle capsule du Fonds des architectes qui va porter aujourd'hui sur la fenestration. Mon nom est Marie-Pierre Bédard, je suis analyste au service des sinistres et également responsable de prévention. Je suis en compagnie de Jean Meller, qui est directeur essai sur fenestration pour les laboratoires CLEB. Alors Jean, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Allons-y parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir comme d'habitude dans nos capsules. Le code a fait l'objet de changements récents en ce qui a trait à la fenestration. Donc, on parle de changements qui sont entrés en vigueur à la mi-décembre 2016. Ouais. Peux-tu nous faire un court résumé là, de ce qui est prévu au code? Les changements majeurs touchent les parties 5 et 9 du code. Dans la partie 5, qui traite de la séparation des milieux différents, on fait référence à la norme AMA, WDMA, CSA 101 IS2 A440 2011, qu'on appelle. Oui, ça commence à être un long nom pour une norme. Qu'on appelle soit la norme américaine, nord-américaine sur la fenestration, ou encore la norme NAFS ou NAFS. Parfait. Et dans cette norme-là, autant que dans le code, ce qu'on vient demander, on vient faire référence à l'étiquetage. On demande d'étiqueter les performances des produits. Okay? Il exige aussi de réduire au plus possible la condensation et d'avoir sur les fenêtres métalliques des coupures thermiques. C'est assez simple. Quand on tombe dans la partie 9 du code, en plus de faire référence à la norme NAF, on vient aussi faire référence à la partie 11 du code qui traite de l'efficacité énergétique. Fait qu'on a des balises, on a des critères spécifiques à respecter par rapport à la condensation ou la valeur U. On fait aussi référence à la norme d'installation, à 440.4, qui est une norme qui traite vraiment de l'installation des produits, de tous les produits de fenestration. On fait aussi référence à certaines exigences pour les fenêtres qui doivent agir comme garde-corps. OK, donc je comprends que c'est une norme qui, globalement, est axée sur la performance, sur la sécurité. Est-ce qu'on parle d'autres choses? Oui, on traite beaucoup dans cette norme-là, en plus de la sécurité et de la performance, on vient traiter de la durabilité. On a des critères qui sont établis dans NAF qui vont vraiment aller solliciter les produits en profondeur au niveau de la durabilité à long terme des produits. On veut des produits qui sont fiables dans le temps. On ne veut pas avoir un produit qui va perdre sa performance après 1 an ou 2 ans de l'installation. On veut quelque chose qui va être un produit qui va subir des manipulations, qui va subir des intempéries et qui va toujours être viable en frais de performance. Jean, pourrais-tu nous expliquer quelles sont les principales distinctions avec la norme antérieure? Dans les normes antérieures, on venait faire référence à la codification ou à la classification ABC. Maintenant, cette classification fait partie du passé. On rentre dans une nouvelle ère pour la description des performances. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fait référence à des classes de performance, à des catégories de performance basées sur des pressions de calcul. On fait référence à des modes d'opération, à des types de produits et à des configurations d'assemblage, ce qui n'existait pas dans la norme antérieure. Je pense qu'on va aller investiguer un peu plus en détail. C'est quoi la norme NAFS? C'est quoi la logique derrière cette norme-là? La logique de base, on part d'une codification où ce qu'on vient, dans une désignation primaire, on vient afficher la performance d'un produit relié à une dimension d'essai. On ne peut plus dissocier, dire on a testé une dimension d'un produit d'une dimension X et dire que les performances sont bonnes pour toutes les dimensions. Maintenant, on a testé X comme dimension et les résultats sont valables pour cette dimension-là et plus petite. Ah, OK. En termes d'évaluation de performance, est-ce qu'il y a des différences? Qu'est-ce qu'on prévoit spécifiquement? Au niveau de l'évaluation des performances, il y a la logique derrière les essais en tant que telle reste la même. Quand on parle des vérifications des niveaux d'étanchéité ou des performances structurelles, la logique de base reste la même. Maintenant, ce qu'on est venu faire avec la norme NAF, c'est qu'on est venu donner aussi des outils pour faire des vérifications structurelles, de faire de l'ingénierie post-essai ou pré-essai, tout dépendant. On peut venir vraiment dire, OK, on veut établir des règles de design, des règles de calcul. On va être capable de le faire maintenant. On a les outils appropriés pour le faire, ce qui n'était pas présent dans les normes A440 ou CGSB pour les portes coulissantes. Donc, on va beaucoup plus loin, là. On pousse l'exercice beaucoup plus loin, dans tout son ensemble. Et tu nous parlais tantôt des classes et des catégories de performance. On a maintenant éliminé les ABC. On parle de quoi maintenant? La norme NAFS présente 4 classes de performance, qui sont les classes R, LC, CW et AW. La classe R va être utilisée typiquement pour les bâtiments de 1 ou 2 étages à vocation résidentielle. On a la classe LC qui va être plus appliquée pour des bâtiments de faible hauteur à vocation commerciale,
comme des bureaux de dentistes, un bureau de notaire, des choses comme ça, des pharmacies, des bâtiments vraiment commercial, qu'on pourrait dire léger en tant que tel. On a la classe CW qui va être plus appropriée pour des bâtiments comme des hôpitaux, des hôtels qui ont une certaine hauteur, les écoles. On vient aussi appliquer une classe qui est AW. Ça va être applicable pour des fenêtres qui vont être installées dans des tours à bureaux, des fenêtres installées dans des murs rideaux, ou encore des fenêtres qui vont être de grandes dimensions, qui vont être installées dans des zones où il y a une sollicitation importante au niveau des structures, de la résistance structurale, ou de la résistance aux surcharges de vent. Et j'imagine qu'on n'a pas abandonné les questions d'étanchéité à l'air et à l'eau. Dans cette norme-là, on les traite comment? Non, c'est ça. La norme, en tant que telle, avec son supplément canadien, vient garder la même logique qu'on voyait avec la vieille norme à 440 ou la norme CGSB pour les portes coulissantes. Comme j'avais mentionné, les codifications ABC a disparu, mais ce n'est pas tout à fait vrai. On a quand même gardé la codification pour l'air. On a gardé le A2, A3 est fixe pour vraiment être capable de déterminer selon le type de produit, c'est quoi la performance. Et ça, c'est applicable seulement au Canada. On a les mêmes types de critères pour l'étanchéité à l'eau. On a des critères aussi pour la facilité de manœuvre. Dans le supplément canadien, on vient toujours faire référence à l'essai sur la moustiquaire, qui est important aussi. L'essai sur le moustiquaire n'est pas là pour retenir les gens, démontrer que le moustiquaire peut retenir les gens, mais c'est vraiment un essai qui est là pour s'assurer que les moustiquaires ne peuvent pas tomber des bâtiments. D'accord. On a modifié les exigences en matière d'étiquetage des produits. Peux-tu nous en dire un peu plus? Au niveau de l'étiquetage, dans les normes précédentes, on avait des critères définis pour l'affichage des performances. C'est sûr, on était basé sur la codification ABC, mais c'était plus suggestif. Okay? On n'avait pas vraiment établi les balises, dire ça doit être fait comme ça, comme ça. Les agences de certification l'utilisaient au Canada, mais c'était assez vague. Il n'y avait pas beaucoup de manufacturiers qui l'appliquaient en tant que tel de façon spontanée ou volontaire. Maintenant, le code l'oblige. La norme NAF le définit, comment bien le faire. Il y a des critères, il y a des balises. Ils ont établi ça pour s'assurer que ça soit uniforme dans le marché pour qu'on se retrouve. On doit retrouver, c'est sûr, le nom du manufacturier. On doit retrouver la série du produit. On doit retrouver la désignation primaire, que je vous disais, qui fait référence à la dimension d'essai. On doit retrouver aussi la désignation secondaire. La désignation secondaire couvre la résistance structurale ou l'ancienne résistance aux surcharges dues au vent, la performance pour la résistance à la pénétration d'eau et aussi la performance pour l'étanchéité à l'air. Cette information-là doit se retrouver sur une étiquette non permanente. Ça veut dire que cette étiquette-là peut être appliquée sur le vitrage ou sur une des membrures de la fenêtre pour pouvoir être retirée par l'inspecteur, l'architecte ou le consultant sur le projet pour garder au dossier ou encore par le propriétaire. Est-ce qu'il y a un marquage ou un étiquetage qui est fixe? Effectivement, la norme NAF demande qu'on retrouve sur les fenêtres, une fois que celles-ci sont installées, un marquage permanent. Ça veut dire quelque chose qui va être une identification, ça peut être un gravage, ça peut être une étiquette métallique qui va être permanente et durable, qui va permettre au propriétaire ou au nouveau propriétaire du bâtiment de faire de la maintenance ou de l'entretien de son remplacement de quincaillerie ou des choses comme ça. Il va savoir à qui s'adresser pour que ça soit fait conforme à ce que le manufacturier a dans son programme d'essai quand il a fait des tests de durabilité. Parfait. Au niveau de la performance, il y a Fenestration Canada qui a mis sur son site Web, en fait, qui a créé un calculateur de performance. Peux-tu nous expliquer comment fonctionne cet outil-là? Le calculateur de performance de Fenestration Canada est un très bel outil. Okay? C'est un outil qui est bien fait, qui est gardé à jour sur une base régulière. C'est fait par les gens qui sont impliqués au niveau de la norme NAF là, du côté canadien, qui s'assurent que les informations de base sont là, sont à jour. Ça fait quand il y a des changements au niveau des données climatiques ou des changements au niveau de la norme, c'est immédiatement reflété dans le calculateur de Fenestration Canada. Et c'est pourquoi nous, en tant que laboratoire, c'est l'outil qu'on réfère, parce qu'on sait qu'on réfère quelque chose qui est à jour. Et ce calculateur-là permet de calculer pour une hauteur donnée, une localité et pour une condition de terrain, la performance requise pour la fenestration. Okay? Ça veut dire ça, c'est valable pour tout ce qui est l'enveloppe verticale. Une fenêtre, une porte patio, une porte qui va être sur un balcon, une porte terrasse, ces choses-là. On est capable de venir valider la performance requise. C'est un outil qui peut être utilisé par l'architecte, qui peut être utilisé par le manufacturier, par le consultant ou par le propriétaire pour bien définir les performances qu'il doit avoir au projet. Quand on parle des performances spécifiques, on parle principalement de l'étanchéité à l'eau, et la résistance aux surcharges de vent. Okay?
Le calculateur, lui, sa base de données est faite sur 679 localités au Canada. OK, quand même. On permet d'aller faire de l'installation d'un produit jusqu'à 100 mètres. Au-delà de ça, on doit utiliser la méthode du code pour faire du calcul structural. C'est par incrément de 5 mètres. On choisit la localité, la hauteur d'installation, le type de terrain. Est-ce que c'est un terrain à découvert ou c'est un terrain rugueux? Et avec ces conditions-là, on est capable de déterminer c'est quoi la performance requise pour le projet. Est-ce que les résultats qu'on obtient avec le calculateur sont fiables? Oui, c'est très fiable. Il y a des prémices qu'il faut faire attention. Le calculateur est fait sur l'assumption que le bâtiment est installé sur un terrain plat. Fait que si on vient faire l'installation de ce même bâtiment-là dans une pente ou sur un coteau, il y a des détails à tenir compte. La hauteur d'installation va changer. Il y a une méthode pour faire du calcul dynamique. On peut pousser l'exercice plus loin, mais il faut faire attention à cette prémisse-là. On ne peut pas juste mettre la hauteur du bâtiment. C'est la hauteur du bâtiment plus le dénivelé qui est autour du bâtiment. Il faut faire attention à ces critères-là. Mais je comprends que si l'architecte, un ingénieur, le fournisseur de fenêtres utilisent tous le même logiciel de calcul, théoriquement, tout le monde en vient à la même performance finale. Et c'est l'objectif. C'est que tout le monde ait la même référence. Et c'est un logiciel qui est présent sur le net, qui est gratuit et qu'on peut imprimer les données. Ça fait que pour un manufacturier, dans un processus de soumission pour un projet, il peut garder les données, l'information, la même chose pour l'architecte. Fait que si le projet se fait 2 ou 3 ans plus tard, le calcul, on sait d'où il vient, il est basé. S'il y a une mise à jour, on peut refaire le calcul et comprendre pourquoi. Mais c'est vraiment un bel outil pour ça en tant que tel. Est-ce qu'il y a d'autres normes qui sont pertinentes quand on parle de fenestration? Oui, la norme NAF réfère à certains essais optionnels. C'est des essais qui sont déjà couverts par d'autres normes dans l'industrie, qui sont reconnus depuis plusieurs années. Ce pas des nouvelles normes qui sont apparues avec NAF, ils existaient avant. On parle d'une norme pour l'évaluation de la condensation. C'est la bonne vieille façon qu'on l'a toujours fait là, dans les dernières années au Canada. Il y a une norme aussi pour l'évaluation de la performance énergétique, ou la valeur U, communément appelée. Il y a aussi une procédure pour l'évaluation aussi de la performance pour la résistance au son ou la transmission sonore. Acoustique, oui, merci beaucoup. Et il y a aussi une procédure pour faire l'évaluation pour la résistance aux impacts. Cette exigence-là est plus appropriée peut-être pour l'instant pour tout ce qui est du côté sud de la frontière, où ce que les gens sont exposés à des ouragans et des tornades. C'est des critères, c'est des performances que ces gens-là doivent, ou les manufacturiers qui vont sur le marché américain doivent respecter. Au niveau de l'installation, parce que c'est beau de parler des principes de performance de la fenêtre en elle-même ou du système, mais qu'est-ce qu'un architecte devrait prévoir dans son devis? Écoutez, dans un devis architectural, à mon avis personnel, la norme A440.4, qui traite de l'installation des produits de fenestration, devrait être référée pour tous les devis architecturaux qui couvrent les bâtiments, les petits bâtiments là, pour la partie neuve du code, là, avec donc 3 étages ou moins de 100 mètres carrés de surface au sol. Cette norme-là, en tant que telle, va venir traiter des différents détails architecturaux, la préparation des ouvertures, pour s'assurer que les produits restent viables et que la performance ne soit pas altérée par la méthode d'installation. C'est vraiment illustré, c'est visuel, il y a des textes, il y a des addendas qui viennent supporter tout ce qui est dit dans le texte. C'est vraiment un beau document et ça traite vraiment pour le type, de tous les types d'installation, que ce soit une fenêtre, une porte coulissante, une porte d'entrée principale, que ce soit dans un mur de ossature de bois, que ce soit dans un mur d'ossature métallique, que ce soit avec différents types de revêtements extérieurs. Tous les types d'assemblage et de scellants, puis de scellement, puis de solins sont traités dans cette norme-là. C'est vraiment un bel outil là, de référence. J'imagine qu'il y a des points critiques au niveau de l'installation qu'on doit valider. Effectivement, il y en a plusieurs. C'est dur de les résumer et de dire on va en garder juste 2 ou 3, mais les 4 qu'on voit souvent revenir dans des situations problématiques en chantier, sont liés, premièrement, aux jeux d'installation. Okay? On parle ici de tous les jeux qui sont dus aux tolérances du manufacturier, du produit qui va fournir, des tolérances de l'ouverture, du bois d'œuvre ou des choses comme ça. C'est toutes des situations qui font que s'il y a un conflit à l'intérieur de ces jeux-là, on peut avoir un produit qui, dans le temps, ne sera pas nécessairement viable pour une longue durée ou qui peut perdre sur la qualité d'opération du produit. Des fois, on a des fenêtres qui sont plus difficiles à ouvrir. Ce sont dus à des mauvais jeux d'installation ou à des mauvaises tolérances. Le deuxième critère qui revient communément, c'est aussi l'ancrage ou ce qu'on appelle le calage des produits de fenestration. Une méthode inadéquate, si on vient mettre des cales ou des ancrages à des endroits inappropriés, on peut venir nuire à la performance du produit en le déformant ou tout simplement nuire à son opération. On vient aussi traiter, le troisième point, c'est tous les détails, la méthode d'isolation au périmètre de l'échantillon. Okay? Selon le type de matériau, il y a des règles de base
respecté. Selon aussi le type de produit qu'on va installer, il y a des façons d'appliquer l'isolant, où le mettre, quel plan on ne dépasse pas. Fait que c'est des choses qui sont clairement définies dans la norme. Fait que ça reste très intéressant pour un architecte d'avoir toujours ça à portée de main pour le détail architectural, la création des détails. Et le quatrième point, c'est au niveau de la continuité des pare-air et pare-vapeur. Qui est souvent un point critique. C'est effectivement, c'est la fenêtre ou la porte. Dans un mur, c'est une interruption. On vient créer des ouvertures, on vient potentiellement créer des discontinuités dans le système. Et la norme A440.4 vient, par des dessins et par des commentaires, vient définir comment le faire et comment bien le faire. Comment bien le faire, surtout. Finalement, quels conseils ou recommandations, Jean, tu donnerais aux architectes en matière de fenestration? Dans un monde idéal, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se régler au niveau des plans et devis. Choisir le bon produit, de choisir la bonne performance, parce que souvent, j'utilise l'expression « il n'y a pas de mauvaises fenêtres ». Il y a juste des bonnes fenêtres installées au mauvais endroit. Okay? Fait que c'est une chose qu'il faut faire attention. Comment on va faire l'installation de ce produit-là pour bien respecter les exigences, ce qui me ramène aussi à la norme A440.4, qui est pour moi un des documents qui est très important et qui n'est pas assez référé dans les devis architecturaux. Cette norme-là permet d'éviter des problèmes. C'est un bel outil pour ça. Et aussi, dans la norme A440.4, on a à l'annexe D, on vient définir aussi des méthodes pour faire du contrôle de qualité. Okay? Il y a des essais qui peuvent être réalisés en chantier à pied d'œuvre, qui sont des essais d'étanchéité. Okay? D'étanchéité à l'air, étanchéité à l'eau. On vient faire du contrôle de qualité en chantier. On vient s'assurer à différentes phases du projet que les produits, sans leur installation, sont des produits performants. On peut, avec cette méthodologie-là, et aussi évaluer l'installation. Fait qu'on peut venir vérifier le périmètre, la continuité des pare-air par vapeur qu'on a parlé. Et ça évite d'avoir des problèmes éventuellement sur le projet. Et aussi, l'avantage de ces essais-là, quand ils sont présents au devis, ça permet aussi de mettre la barre un peu plus haute pour les manufacturiers ou les gens qui vont en faire l'installation parce qu'ils savent qu'ils vont être contrôlés à quelque part en chantier. Et c'est fait aléatoirement. Fait que c'est comme une forme d'examen. C'est un petit peu stressant, mais on respecte, on suit, on fait nos devoirs pour être prêt pour l'examen quand ça va arriver. L'autre chose aussi qu'il faut faire attention dans la norme NAF, la façon que la norme est écrite pour simplifier le travail des manufacturiers et aussi le nombre d'essais qu'ils ont à faire, la norme demande de faire les essais avec le vitrage le moins performant ou le moins rigide possible. Okay? Pour dire qu'après ça, si on atteint un niveau de performance X, bien, si on change pour un vitrage plus résistant, la performance est toujours valide. C'est difficilement de faire l'inverse. Et l'assumption est faite dans l'industrie que si le rapport d'essai est bon avec ce vitrage-là, je peux tout faire mes projets avec ce vitrage-là. Et l'autre assumption, parce qu'il y en a deux dramatiques qui sont faites dans l'industrie, la seconde assumption est faite que si le fournisseur de vitrage me vend ce vitrage-là, bien, ce vitrage-là, il est approprié pour mon projet. Il faut garder en tête que le fournisseur de vitrage ne sait pas si la fenêtre va être installée au premier, au septième ou au huitième étage du projet. Est-ce que la fenêtre, elle doit agir comme garde-corps? Il y a des critères comme ça qu'on doit vérifier. Et c'est là la responsabilité du manufacturier ou de l'architecte de s'assurer que ces règles-là sont faites, soit en le mettant au devis, en faisant référence de dire que les verres doivent être vérifiés selon la norme CAN-CGSB 12.20 pour le verre structural, des choses comme ça. Il y a des façons de l'écrire pour se prévenir de tous ces problèmes-là. Donc, finalement, on évite de présumer que tout le monde est compétent et que tout le monde a fait les vérifications. Dans un monde idéal, ça serait bien, mais on ne peut pas faire ça, malheureusement. Merci beaucoup, Jean. Ça fait plaisir. Merci.